À l'ordre du jour, ce jeudi, à l'immeuble Étoile à Yaoundé, principale nouvelle, la probable reprise des cours en présentiel dès le 1er juin. Précision en tête de ce journal. Le point de la situation sécuritaire dans les régions en crise. À 6 jours de la fête nationale, nous irons à Boya et à Bamenda pour un coup de chapeau à la résilience des autorités locales. Et puis nous ferons le point sur ce drame de l'hôpital central à Yaoundé. Lumière ce soir sur la mort des quadruplés de la maternité principale. C'était lundi. Les faits sont dans ce 20h30. Voilà pour les titres. Forte présomption, les cours pourraient bien reprendre en présentiel dès le 1er juin, c'est dans 20 jours pour les étudiants et les élèves. Une possibilité envisagée ce jeudi lors de l'évaluation hebdomadaire de la riposte gouvernementale contre le Covid-19. La visioconférence conduite par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, aura également permis de faire le point de l'opération de rapatriement de ses compatriotes en détresse à l'étranger. La synthèse, Laurentine Bokono, à l'immeuble Étoile. Rapatriement, réajustement sont les maîtres mots attendus ce jeudi au cours de la visioconférence d'évaluation hebdomadaire de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte au Covid-19. Rapatriement des Camerounais bloqués à l'étranger. À ce jour, 1725 Camerounais ont été rapatriés sur très hautes instructions du chef de l'État Paul Biya, a déclaré le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. Rentrée des fonds dans la caillou de solidarité nationale ouverte par le président de la République dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Déjà 3,5 milliards de francs CFA de contributions reçues, a indiqué le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi, par ailleurs ordonnateur du Fonds spécial de solidarité nationale. L'évolution encourageante de la pandémie a permis d'aborder l'autre rentrée la plus attendue. 60% de taux de guérison, 139 décès, 1084 cas actifs, selon le bilan actualisé du ministre de la Santé publique. En conséquence, la rentrée des classes et la rentrée des cours en présentiel ont pu être envisagées avec des dates repères et des modalités clairement déclinées. Au niveau de l'éducation de base, seuls les CM2 et les classes X répondront présents à la rentrée projetée au 1er juin prochain. Les effectifs sont très élevés. Seuls les cours normaux seront dispensés. Donc, pas de cours DPS. Les enfants ne pouvant pas faire le sport avec les cache-nez, a expliqué le ministre Laurent Sège et Tundingwa. Également au programme, le réaménagement des horaires de cours entre 8h et 14h. Les parents sont invités à fournir les cache-nez lavables aux enfants, en plus des mesures de protection que va prendre le gouvernement. Au niveau des enseignements secondaires, le scénario est quasiment le même. Le ministre Nalova a souligné que seules les classes d'examen reprendront les cours en présentiel à la date indicative du 1er juin dans le strict respect des règles barrières. Les élèves seront répartis dans les salles de classe. Pas plus de 50 élèves par salle. Effectif identique dans les amphis, a déclaré pour sa part le ministre d'État Jacques Famendongo. Réaménagement des calendriers académiques de manière à étaler les cours en présentiel sur une période de 8 semaines au lieu de 4 qu'il restait à effectuer. Éclatement des filières à grand effectif en plusieurs groupes selon la capacité des amphithéâtres et salles de cours. Rotation des filières dans les campus de façon à fluidifier la circulation des étudiants, enseignants et personnels d'appui. Programmation des évaluations en présentiel au mois d'août et renvoi conséquent des vacances au mois de septembre. Report de la rentrée académique 2020-2021 à la date indicative du 15 octobre. Réhabilitation des centres médico-sociaux. Autant de mesures envisagées au niveau de l'enseignement supérieur. Au total, la date indicative du 1er juin se précise pour la réouverture des établissements scolaires et universitaires. Croisons les doigts et prenons rendez-vous dans 2 semaines.
C'est entendu, Laurentine est mobilisée aux côtés du gouvernement dans ce combat contre la pandémie. Le personnel soignant travaille pour infléchir la courbe des contaminations et l'arme dans ce combat, ce sont bien les tests qui permettent de diagnostiquer rapidement la maladie. Le don présidentiel des tests rapides en 15 minutes soulage de cette pression, mais très souvent, les délais pour les résultats restent désespérément longs. La raison, c'est dans cette enquête de Lucie Colette Avoulon. Il y a 2 mois encore, c'était possible d'obtenir le résultat d'un test de dépistage au coronavirus Covid-19 en 4 heures seulement. Dès le départ, au vu du temps mis pour la technique, il y avait un délai qui avait été communiqué de 4 à 6 heures pour le rendu des résultats. Mais il faut réaliser que ce délai, il a été maintenant mis à 24 heures. Au vu du nombre de tests, on est passé progressivement de 1 test par jour à 10 tests par jour. Aujourd'hui, il y en a plus de 500 par jour pour la seule région. Qu'est-ce qui fait problème? Au niveau du système de gestion, ce qui est prescrit, c'est de les transférer directement à un seul point focal. Nous réalisons bien aujourd'hui que cette structuration devient lourde. La décentralisation devrait aussi aider à décanter cette situation. Le ministre a encouragé et renforcé le système de décentralisation. L'objectif, c'est d'atteindre au moins un laboratoire fonctionnel dans chaque région. La seule limite reste sur le type des outils qui sont disponibles. Mais actuellement, avec les réactifs qui sont disponibles, nous avons le diagnostic disponible dans 6 régions. Et parce que le gouvernement est solidaire et engagé dans cette lutte contre le coronavirus, c'est rassurant. Dès lundi prochain, les délais d'attente ne seront plus longs. La population va ressentir dès la semaine prochaine une amélioration dans ce rendu de résultats. Nous voulons mettre en place un système de SMS pour que, au moins pour toutes les personnes négatives, même s'ils doivent retirer le résultat après, qu'ils soient déjà informés. Et nous parlons d'un système de gestion d'urgence en santé publique dont tout est pris en charge en termes de tests qui nous sont fournis. Le gouvernement n'est pas sourd aux plaintes de la population. À la population, elle aussi, d'être responsable en respectant les gestes barrières. Et après les résultats du test, il faut assurer la prise en charge des malades du coronavirus. S'offre alors une alternative, soit la médecine conventionnelle qui coûte très cher à l'État selon les spécialistes, ou alors la médecine naturelle et les recettes de grand-mère qui ont également un coût. Alvin Gizelzé, notre reporter, est allé voir le chiffre d'affaires des naturopathes dans cette crise sanitaire. Regardez. Se soigner à tout prix et à tous les prix, surtout lorsqu'il s'agit de la Covid-19, n'a pas de prix. En cette période de crise sanitaire où le coronavirus dicte sa loi, les recettes de grand-mère se reproduisent en grand nombre et très vite. J'ai mes remèdes ici que je compose. Il y a par exemple la lose verassi. Bon, je prends ça avec l'écorce jaune. On appelle dans notre patois un fol. Il y a aussi le quinqueleba. Le Panax africain que vous voyez est une véritable solution pour le Covid-19. Le protocole de traitement n'est pas totalement méconnu du grand public et aucun mystère n'est fait sur les coûts de traitement. Ça sort comme ça, la bouteille c'est 2000 francs. C'est 5000 francs le flacon. Et quand le malade prend ce flacon, c'est pour 4 jours. Le virus invisible fait des victimes. La pharmacopée traditionnelle fait fleurir l'espoir de guérison. Vous avez le produit Ngulbetara qui a des propriétés antivirales, antibactériennes, analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. Ce sont des prix forfaitaires qui nous permettent déjà de pouvoir prendre en charge des personnes qui vont en brousse. Tout ce kit, vous avez les composés, celui-là il fait 25 000. Si un Camerounais s'approche ici devant mon clinique et qu'il n'a pas l'argent pour prendre ce traitement, je ne crois pas que je veux chasser cette malade. Tisane, décoctions, épices, fruits et légumes sont autant d'ingrédients qui, mis ensemble, dit-on, contribuent à soulager les malades atteints de la Covid-19.
Dans cette avalanche de propositions, le gouvernement reste très vigilant pour veiller à l'orthodoxie et à l'éthique médicale. Le ministre de la Santé publique a ainsi décidé hier mercredi de la fermeture de la polyclinique Marie-O à Douala. Allons donc voir l'effectivité de cette décision sur place. C'est dans ce reportage de Léon Bertrand Tanefo à Douala. La sanction était claire et son exécution inévitable. Il était 14h ce jeudi quand le préfet du Vouri a procédé à la fermeture de la polyclinique Marie-O au quartier Bali. Motif, non-respect de la réglementation en vigueur, notamment l'arrêté du 20 avril 2020 portant organisation et fonctionnement des centres spéciaux de prise en charge des patients du Covid-19 et atteinte à la morale publique. C'est que depuis quelques jours, la polyclinique Marie-O brille dans un registre obscur. À l'incident du 11 mai, où le corps d'un septuagénaire a été trimballé dans les rues sur fond de discorde entre la famille et la structure hospitalière, s'ajoute une demande d'explication encore non répondue sur une facture de 6 millions de francs CFA, révèle un tweet du docteur Manaouda Malachi. Une succession d'événements malheureux qui a conduit à la décision radicale du ministre de la Santé publique. Désormais, la clinique elle est scellée, donc ça veut dire qu'elle est fermée, telles que les instructions ont été données. Et nous attendons d'autres instructions contraires. Avant la fermeture, les patients ont été transférés dans les autres structures hospitalières de la ville de Douala. Les responsables de la polyclinique disent se conformer à la décision ministérielle. J'ai pris acte et je suis un citoyen normal, j'ai envie de dire républicain. Je me suis soumis. Le ministre a dit jusqu'à nouvel avis, ça veut dire qu'il me laisse la possibilité de venir donner ma part de vérité. Un recours gracieux a été introduit auprès des autorités compétentes dans l'espoir d'une reprise rapide des activités de la polyclinique Marie-O. La page spéciale Fête nationale, l'unité est commémorée le 20 mai dans 6 jours à travers le territoire national. Les régions en crise célèbrent ce moment avec une ferveur particulière pour saluer la paix et l'unité préservée. Dans le sud-ouest à Boya, la sérénité s'installe durablement. Interrogées sur le sens de ce 20 mai 2020, les populations revendiquent l'unité nationale comme un précieux héritage historique à préserver à tout prix. Envoyé spécial dans cette région du sud-ouest, Éric Benjamin Lamère. Couchée au pied du mont Cameroun, la ville de Boya se réveille dans le calme ce mercredi matin. Elle savoure un quotidien de moins en moins perturbé. Ici à Clark-Squatta, l'une des places les plus commerçantes de la ville, c'est sourire aux lèvres que les commerçants venus d'horizons divers mènent leurs activités. Je suis ici depuis longtemps, j'ai construit ma maison ici, j'ai marié ma femme ici, j'ai tout mon enfant ici. Tout le monde Boya que je suis ici, homme blanc de 40 quelque chose de temps, c'est que c'est bien, si ce n'est pas bien, je l'avais parti, alors... Le bruit de Boya Town contraste avec le calme quasi monacal de l'université de Boya. Ici, en dehors du personnel administratif, quelques étudiants sur le campus et dans les laboratoires. Turbulente il y a quelques années, Yubi, comme on la désigne affectueusement, se veut aujourd'hui non seulement un creuset de l'unité nationale, mais surtout un laboratoire pour résoudre les problèmes qui se posent à la nation tout entière. Pour le 20 mai, nous allons utiliser ça pour une réflexion par rapport à la vie politique du pays, pour faire une réflexion. Comment l'université de Boya serait dans une position de leadership pour discuter les politiques, l'économie et la vie sociale du Cameroun. Avec ce retour progressif au calme, Boya revendique sa place historique au cœur du chantier de construction de l'unité nationale, consolidé par son caractère cosmopolite. Pour le maire de Boya, la crise sécuritaire n'est en rien une menace pour l'unité nationale. C'était une crise qui était beaucoup plus vis-à-vis les institutions. Donc ce n'était pas vis-à-vis les ressortissants d'un certain coin du pays. Et au jour d'aujourd'hui, on a vu et on a constaté, on a finalement
ce qui dérangeait beaucoup commence à comprendre. Même sans manifestation publique, Buea entend tout de même faire de ce 20 mai 2020 un important moment de réflexion et de méditation pour sortir le Cameroun de la spirale de la violence. Ce retour à la paix est également à mettre à l'actif de la résilience des autorités administratives mobilisées depuis le début de la crise sociopolitique dans ces régions pour la protection des populations et des institutions de la République. Dans le nord-ouest, ces chefs de terre militent à présent pour la pacification du plan de reconstruction décidé par le chef de l'État. Emmanuel Koloko est à Bamenda. Les autorités administratives de la région du Nord-Ouest affirment leur attachement à la nation. Face à la crise sociopolitique qui secoue la région depuis quelques années et le déplacement des populations, leur résilience fait renaître l'espoir peu à peu. Nous avons pour mission principale de protéger, d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens. C'est notre tâche principale à nous confier par le président de la République. Face aux conséquences liées à la crise, les challenges sont énormes. Un des défis majeurs concernait le volet d'hygiène et de salubrité publique. Un autre défi majeur, c'est de sécuriser le campus universitaire de Bambili, où les étudiants étaient kidnappés, de même les campus scolaires. Le plan de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, instruit par le chef de l'État, apparaît désormais comme une bouffée d'oxygène pour ces autorités. Elles appellent les populations à la collaboration pour une sortie imminente de la crise. Il existe toujours certaines poches qui résistent à l'appel, à l'offre de paix du chef de l'État, mais les mesures sont en train d'être déployées. Et ces mesures consistent donc à vulgariser le processus DDR. Avec la détermination des autorités administratives de la région du Nord-Ouest et la collaboration des populations désormais tournées vers la voie de la paix, l'unité nationale retrouvera sans doute ses lettres de noblesse. Visite à présent au cœur de l'un des symboles républicains, cher au cœur des Camerounais. Le Palais de l'Unité, siège des institutions nationales depuis 1982, symbolise l'unité nationale et chaque 20 mai, le palais accueille le peuple pour une communion festive autour du couple présidentiel Paul et Chantal Biya. Ce ne sera peut-être pas le cas cette année, mais la fête reste dans la ferveur. Le focus de Joseph Clément Ongba. Épousant la forme d'un champignon, le Palais de l'Unité, monument mythique, porte fièrement son symbole. Perché sur l'une des célèbres collines de la partie nord de Yaoundé, au quartier Etoudi, ce joyau architectural exhale un parfum de majesté, de prestige et de dignité qu'incarne le peuple camerounais. Le Palais de l'Unité s'ouvre aux Camerounais pour la première fois le 20 mai 1982, inauguré après le Palais des Congrès, dans la foulée de la semaine dite de l'Unité. Comme un Cameroun en miniature, tous les 20 mai, près de 10 000 Camerounais venant de l'ensemble des 10 régions reçoivent une carte d'invitation du couple présidentiel. Invitation à honorer une réception qui prend toutes les allures de banquet de l'Unité. Sur les lambris dorés de la salle des banquets, ils affichent leur fidélité à l'unité et à l'indivisibilité d'un Cameroun auquel ils demeurent profondément attachés. La participation du couple présidentiel, doublée de son bain de foule, exprime la communion entre le chef de l'État et le peuple camerounais. Dessiné par l'architecte franco-tunisien Olivier Clément Kakoub, le Palais de l'Unité est aussi le siège des institutions républicaines. C'est dans le secret de sa fonction que le chef de l'État prend les grandes décisions, souvent délicates, de la vie nationale. Il incarne les institutions républicaines. Attrayant par son style moderne, alliant l'art baroque et oriental, le Palais de l'Unité a déjà reçu d'illustres visiteurs. Les papes Jean-Paul II et Benoît XVI, plusieurs chefs d'État et de gouvernement et d'autres hauts dignitaires. Même les Lions indomptables, ciment de l'unité nationale, y ont souvent été reçus. Les nouveaux ambassadeurs et hauts commissaires y présentent leurs lettres de créance. Par sa magnificence et son raffinement, le Palais de l'Unité, unique en son genre, semblait déjà préfigurer de la volonté d'émergence du Cameroun. Fruit des efforts de tous les Camerounais, le Palais de l'Unité reste, pour eux, un grand symbole. Symbole de l'unité, comme l'indique son nom de baptême.
Le Cameroonian Way of Life, notre mode de vie et le vivre ensemble, en vitrine cette semaine au journal Plein Feu ce soir sur l'un des socles de l'unité nationale. Ce sont bien ces mariages interethniques, de belles histoires d'amour qui font tomber les barrières tribales. Pour vous, ce jeudi, 3 couples racontent leur idylle à notre reporter Franck Evina. Chez les Bilais, le verbe aimer se conjugue en 3 temps. Au passé, c'est le destin croisé d'un fils Meta de la Momo dans le nord-ouest et une fille Bayangi de la Magnou dans le sud-ouest. Les façons qu'elle a grandi, les façons que j'ai grandi, ma vision, sa vision, ses aspirations, mes aspirations. Et on a découvert quand même qu'il y a des choses dans notre différentes cultures que ça nous inspire. Au présent, c'est une romance qui s'écrit à l'encre de l'acceptation des différences ethniques. Au futur, c'est une idylle au service d'une progéniture élevée dans une mixture de cultures. La diversité d'autres cultures, activer notre potentiel pour être plus flexible et plus dynamique. Le triomphe de l'amour a aussi brisé les barrières ethniques chez les Ndjassi. Un jeune couple uni pour la vie, une alliance scellée entre Badjoué et Baya, 2 peuples de l'Est aux cultures pas vraiment semblables. Ma femme fait du magnifique coco avec le couscous. Vous savez que le couscous fait partie des plats Baya et c'est toujours un plaisir, De temps en temps, elle me fait également les plats de chez nous. Eux pourraient revendiquer une distinction en matière de longévité dans la vie de couple. Une 40aine d'années déjà que dure l'union entre Bernadette Ngombeng et son époux, originaire d'une Fundi. À cause des préjugés au début, leur histoire était un tourbillon d'amour. Dans ma famille, on me disait, voilà, tu vas épouser un Betty. Les Betty aiment trop taper sur les femmes. Je leur disais, voilà, je pense qu'il ne va pas souvent me taper. Et effectivement, depuis que nous sommes mariés, je ne peux pas dire que j'ai une blessure parce que mon époux m'a tapé. Non, nous sommes acceptés. Dans cette fusion de cultures, les enfants héritent d'un précieux trésor. De temps en temps, je parle le badge aux enfants et ma femme également parle aux enfants. Donc les enfants apprennent les 2 langues et les 2 cultures de manière simultanée. Nul doute qu'à leur tour, ils vont s'inspirer de ces belles unions interculturelles pour perpétuer cet amour à la camerounaise. Retour à la lutte contre la pandémie où le programme des Nations Unies pour le développement soutient la lutte contre ce coronavirus en milieu carcéral au Cameroun. Le représentant résident du PNUD, Alassane Ba, remettait ainsi ce jeudi des kits sanitaires à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Ce don est destiné à 6 pénitenciers à travers le Cameroun. Étienne Pascal Azeg. Un geste symbolique, mais ô combien salutaire dans la lutte contre le coronavirus en milieu carcéral au Cameroun. Le programme des Nations Unies pour le développement apporte un appui considérable aux prisons de Yaoundé, Douala, Maroua, Bamenda, Boya et Mbalmayou. Le PNUD a décidé de répondre à l'appel de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés en mettant à la disposition pour les centres de détention des équipements d'hygiène. Donc ces équipements sont destinés aux centres de détention de 5 régions. La contribution du PNUD en kit sanitaire est en partenariat avec le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés est chargée de la redistribution de ce matériel dans les prisons, dont certains viennent d'être décongestionnés suite à la commutation et remise des peines décidée par le président de la République le 15 avril dernier. Dans la suite du journal, le Centre de recherche sur la filariose et d'autres maladies tropicales qui vient au secours des malades du Covid-19 ont pris en charge à l'hôpital Jameau de Yaoundé. C'est à travers un don de 2 respirateurs d'une valeur de près de 5 millions. José Gaëtan Changa. Les patients de l'hôpital Jameau, victimes de détresse respiratoire, trouvent enfin un nouveau souffle. Cet établissement hospitalier de la capitale vient de recevoir des respirateurs. Ces respirateurs sont 2 respirateurs miniaturisés
qui ont un système automatique de filtration antivirale qui fait que ces respirateurs, lorsqu'on va les poser sur les malades, ça va faire de l'assistance respiratoire, mais en même temps, l'air que ces patients vont rejeter ne permettra pas la diffusion du virus dans l'environnement. Il y a des domaines sur lesquels l'hôpital Jameau travaille et pour lesquels nous avons des programmes de recherche. Donc ces programmes de recherche qui touchent les maladies respiratoires, qui touchent les mycobactéries, vont faire le socle de cette coopération. Avec ce don, nous pensons humblement que nos 6 extracteurs d'oxygène vont être boostés de manière à ce que les patients retrouvent facilement leur fonction respiratoire plus rapidement qu'avant. La grippe mortelle qu'est le coronavirus a désormais face à elle la réponse de la solidarité. Des nouvelles du QG et de la lutte à Messa ce jeudi. On annonce 14 nouveaux cas de guérison de la pandémie. Selon le bilan quotidien du Centre des opérations des urgences de santé publique. Pour d'autres nouvelles à retenir du point de presse de ce soir, retrouvons donc Évariste Eyenga et son expert à ce QG. Bonsoir Évariste, 14 guérisons, oui, mais quelles autres nouvelles ce soir ? Bonsoir Adèle, 14, c'est bien le chiffre rassurant de ce soir, 14 guérisons supplémentaires enregistrées au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 1569 le total provisoire de patients guéris de la Covid-19 au Cameroun. Le point de presse de ce soir, excepté ce point sur le bilan épidémiologique, a indiqué un rappel. C'est celui que la pandémie continue de sévir au Cameroun et donc il faut continuer d'observer les mesures de restriction. L'oratrice du jour, le docteur Fané Mahamat, a également salué l'action des élus locaux dans la sensibilisation et la mobilisation des populations. Ce soir, le docteur Mandeng Nadia Jacqueline va nous édifier sur le dépistage volontaire. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Yenga. Je rappelle que vous êtes responsable de la sous-unité directives et procédures opérationnelles standards. Alors, est-ce qu'il existe un dépistage volontaire au Cameroun? Oui, monsieur Yenga, il existe un dépistage volontaire. Sur tout le territoire national, il y a la possibilité d'appeler le 1510 et tous les numéros qui ont été communiqués par le ministère de la Santé publique pour pouvoir solliciter un dépistage volontaire. Cependant, ce dépistage est encadré parce que les directives nationales prescrivent le dépistage pour les cas suspects et les cas à haut risque. Quand vous appelez, vous êtes évalué et s'il est nécessaire de faire un prélèvement pour vous communiquer votre statut et vous dépister, cela va être fait sur tout le territoire national. Dites, quelles sont les personnes concernées qui doivent se faire dépister? Toute personne qui désire connaître, savoir quel est son statut pour la Covid-19. Merci, docteur. On va s'arrêter là. Merci pour votre contribution. Adèle, pour ce soir, voilà l'essentiel des nouvelles qui pouvaient vous être ramenées du Centre des opérations des urgences de santé publique. À vous. Merci Évariste, merci au docteur Mandeng et on reprendra d'autres nouvelles dans nos autres éditions dès demain, Évariste. Dans la suite du journal, nous allons dans la région du Nord où les populations de l'arrondissement de Tcholiré et les personnes handicapées en particulier là-bas disent leur gratitude au chef de l'État pour le don de matériel de lutte contre ce coronavirus. La cérémonie de distribution de ces dispositifs par le préfet du Mayoret, c'est dans ce reportage de Jean Foumargué. Grâce à cet important don du chef de l'État, nous avons désormais l'arme pour vaincre le coronavirus. Ainsi s'exprimaient les populations de Tcholiré à travers leur porte-parole, le maire de cette municipalité. Nous remercions à Monsieur le Président. Il nous a donné les cadeaux. Ça va nous aider dans la maladie. Le préfet du Mayoret, en présidant la cérémonie de distribution de cet important don, a recommandé aux bénéficiaires d'utiliser véritablement ce kit d'hygiène afin de vaincre le Covid-19. Ce don doit être utilisé
vraiment et uniquement aux fins pour lesquelles il a été octroyé. Les bénéficiaires, tous à l'unisson, ont pris l'engagement de jouer chacun sa partition pour combattre cette maladie. Direction la région de l'Est, dans le département du Oignon, le député Petrus Mbede vient d'offrir un don de matériel d'hygiène aux populations des 5 arrondissements de cette circonscription. Le récit de Victorine Begel, CRTV Est. L'honorable Petrus Mbede, député du Oignon dans la région de l'Est, est constitué de savon, des seaux et des masques pour une valeur d'1 million de francs CFA. Notre détermination à soutenir l'action louable que le chef de l'État a engagée par le biais de son premier ministre pour stopper cette pandémie. L'élu du peuple pour cette première sortie a ciblé les populations des arrondissements de Dimako, Ndoumé, Ndoumentan, Mboma et Ngelmendouka. Ce geste est salutaire parce qu'il va nous permettre d'atteindre les couches les plus vulnérables pour qu'ils mettent en relief les mesures barrières prônées par le chef de l'État. À Dimako, où le lancement de cette opération, initiée par le député du Oignon, a eu lieu, l'autorité administrative salue cette action qui intervient 2 jours après la distribution du don du chef de l'État. Adresser un message à nos populations, respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. L'élu du peuple invite les populations à redoubler de vigilance pour vaincre la maladie. Dans la région de l'Ouest, les populations de l'arrondissement de Koutaba disent merci au chef de l'État pour le don de kits de protection contre le Covid-19. Hier, mercredi, le préfet du Noun transmettait ces dispositifs aux communautés à la base. Le reportage de Jean de Dieu Coignet à Koutaba. 55 cartons de savon, de 36 boîtes de gel hydroalcoolique, 200 seaux de 15 litres et 30 avec robinet. Ce don est considéré par les populations comme le levain psychologique, d'où leur gratitude. Sentiment de joie et même de satisfaction parce que nous n'attendions pas ce don. Il arrive à point nommé pour nous soutenir. Le préfet du département du Noun, Donatien Boyomo, a condamné l'attitude des maires qui, à travers des lettres, parlent de détournement du don du chef de l'État. Il n'y a pas de syndicat de communes dans le Noun. Si une personne a pris sur elle de se présenter comme porte-parole d'un syndicat, cela a été fait en violation de la loi. Le sous-préfet de l'arrondissement de Koutaba, Bertrand Ta, a invité les populations bénéficiaires à en faire bon usage. Dans la Sanaga maritime, le député Marinette Ngoyedna est aux côtés des populations des localités de Ede, Ngambe et Dibamba pour offrir des dons de protection, des kits de protection contre la pandémie. Rufin Kacham de CRTV Littoral dans la suite du député. Au grand mot de grands moyens, ainsi peut se résumer l'action de l'honorable Marinette Ngoyedna en guerre contre le Covid-19 dans la Sanaga maritime. Les dons de l'élu de la nation aux populations et structures d'Edea, Ngambe et Dibamba sont constitués pour l'essentiel de seaux, pulvérisateurs, gel hydroalcoolique, masques, désinfectants et d'arrêts alimentaires. C'est pour essayer de donner aux populations de quoi avoir du contenu pour les mesures barrières contre le corona. Parmi les bénéficiaires de cet élan de générosité, les associations de personnes âgées, les femmes du réseau d'associations, les mototaximènes, les communautés religieuses et même les pensionnaires des maisons d'arrêt. Nous disons merci à notre député parce que tout aide est la bienvenue dans cette pandémie. Ne pas baisser la garde, même en cette période d'assouplissement des mesures barrières, c'est la principale recommandation de l'honorable Marinette Ngoyedna aux populations. La joie hier mercredi pour les populations de l'arrondissement de Zoétélé dans le sud à la réception du don spécial du chef de l'État contre la pandémie. La cérémonie de distribution à Zoétélé est racontée par Pierre Baba Moussa. C'est un échantillon du don spécial du chef de l'État aux populations de Zoétélé qui est ici exposé à l'hôtel de ville.
Carton de savon, gel hydroalcoolique, seau avec ou sans robinet, masque. Tout un arsenal du dispositif barrière au Covid-19. Qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit jeune ou adulte ou homme de troisième âge, le Covid-19 n'est pas une personne. Ils sont 10 membres issus du corps social de l'arrondissement des Eaux-et-Télé à qui revient la charge de la distribution parcimonieuse de ce don du président de la République. Le préfet du Dja et Lobo, Koulbout Aman David, les a engagés à la tâche. Ils ont 10 jours pour rendre leur copie. L'arrondissement des Eaux-et-Télé n'enregistre aucun cas de malade du coronavirus. Il entend garder ce statut jusqu'à l'extinction complète du Covid-19. L'apport de l'OCEAC, l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, est sur le terrain depuis le mois d'avril dans une tournée à travers les zones transfrontalières de la sous-région. Après Kiossi, Bitam et Garoua-Boulaye, les experts de l'OCEAC ont mis le cap sur Ntam Congo et Ntam Cameroun. Objectif, recenser les besoins de ces corridors pour apporter un soutien efficace aux formations sanitaires. Rose Olinga est dans le sud. Elle ne pouvait pas mieux tomber, cette dotation de l'OCEAC aux formations sanitaires du district de Soanké. La circonscription administrative fait partie intégrante du département de la Sangha, dans le nord-ouest de la République du Congo. L'OCEAC vient d'apporter une réponse idoine à un besoin qui pour nous était très pressant. Nous venons à l'instant affecter ce terrain à l'OCEAC qui va à l'avenir abriter un centre de santé de transition. Traitement similaire a été accordé à sa ville jumelle Ntam Cameroun, dans l'arrondissement de Ngouela, département du Oignon, région de l'Est. La semaine dernière, nous étions déjà ici pour remettre le don spécial du chef de l'État. Un don, comme vous pouvez le constater, très important dans cette lutte contre la propagation du Covid-19 dans notre unité de commandement. Un geste qui tombe à point nommé dans une localité où la couverture sanitaire n'est pas optimale. Des doléances auxquelles l'OCEAC accorde une grande importance. Parlons à présent de ce drame qui défraie la chronique depuis ce début de semaine. La tragédie se déroule à la maternité principale de l'hôpital central de Yaoundé. Là-bas, une maman primipare de 21 ans a accouché par voie basse des quadruplés. C'était lundi. 4 bébés qui vont décéder quelques heures plus tard. Le corps médical explique qu'il s'agirait d'un accouchement prématuré hypothéqué par l'absence totale des visites prénatales. Le récit de Irène Ndjanafouda. De la maternité principale de l'hôpital central de Yaoundé. Un coup dur pour Anne-Christine Chama qui veut rester à l'abri des regards, bien qu'étant la mère des quadruplés, mort quelques heures après leur naissance le 11 mai dernier. Un lundi noir pour le corps médical qui retrace le film de l'événement. Les conditions dans lesquelles cette jeune dame est arrivée étaient un peu difficiles parce qu'elle-même ne savait pas qu'elle était porteuse de quadruplé. Parce qu'elle n'avait fait aucune échographie dans sa grossesse. Elle avait fait une seule consultation prénatale. Compte tenu de l'immaturité pulmonaire à cet âge, à 1 kg, les poumons ne sont pas encore suffisamment matures. L'enfant présentait des détresses respiratoires successivement et nous avons tous perdu l'un après l'autre. La future maman de 21 ans, primipare de son état, est loin d'imaginer qu'elle porte alors une grossesse gémellaire à haut risque. Des douleurs abdominales la poussent à prendre le chemin de l'hôpital sans trousseau et sans le moindre sou, ce qui n'entrave en rien sa prise en charge. Non pas mort par négligence. C'est des enfants qui sont nés avec une très grande prématurité. Les poumons, il y a une substance qu'on appelle le surfactant qui tapisse les poumons et qui fait que quand l'enfant naît, les poumons s'ouvrent. C'est pour ça qu'il y a le premier cri. Mais là, il n'y a même pas eu de premier cri. Les 4 nourrissons, dont 2 de sexe masculin et 2 autres de sexe féminin, sont bel et bien nés vivants, mais prématurés, fruits des entrailles de Anne-Christine Chama. Dans l'impossibilité de pousser leur premier cri, ils ont été admis en néonatologie où l'issue fut fatale. Hélas.
Allons à présent en visite de chantier à Maroua, dans la région de l'extrême nord. Les travaux de construction du pont sur le Misao seraient réalisés à 34%. Évaluation du gouverneur Midji Awa Bakari en visite sur ces voiries urbaines en travaux. Il s'est également rendu sur le Mayo Kilao. Les constats du gouverneur, c'est dans ce reportage de Abdoulaziz Amadou à Maroua. Première étape de cette descente, le pont sur le Misao. Ici, les engins et le personnel de l'entreprise en charge des travaux sont à l'œuvre. Ils ont déjà fini le radier qui doit déjà permettre aux populations d'évacuer à leurs occupations. Ce pont relie Maroua 1er à Maroua 2. Il est très important en termes de trafic. Sur les berges du Mayo Kaliao, les points sensibles et une grande partie sont presque sécurisés. Des moellons sont déversés le long des berges et certains attendent d'être posés. Le taux d'exécution ici est de 64%. Les difficultés financières dues au non-paiement des décomptes ralentissent les travaux. Leurs soucis ont été pris en compte par la hiérarchie. Les décomptes ont été préparés. Ils sont sortis du Mindu, ils sont pratiquement au Minepat. Nous demandons tout simplement à l'entreprise d'accélérer les travaux. Pour les pouvoirs publics, ces grands chantiers dont l'impact sur l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations doivent être achevés normalement. La fin du 20h30, préparée avec la collaboration de Elvire Ninan Galim et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit présenté par CRTV News